Bonjour, Monsieur le vice-président de la région Grand Est, Monsieur l'adjoint à la mairie de Strasbourg, Monsieur le président de l'université, Madame le doyen de la faculté de droit, de sciences politiques, de gestion de l'université, Monsieur le directeur de la police et du permis de chasser de l'Office français de la biodiversité, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, chers étudiants, j'ai donc le grand honneur d'ouvrir ce colloque anniversaire de la Société française de droit de l'environnement avec, je dois dire, une certaine émotion. C'est très sincère parce que c'est un jubilé. À quand le prochain, dans 50 ans? Rêvons, mais c'est un rêve très agréable en tout cas, d'imaginer, c'est un peu ce que nous allons faire d'ailleurs au cours de ces 3 journées, d'imaginer ce que sera précisément le droit dans une cinquantaine d'années. Alors, bien sûr, on peut se demander pour quelles raisons le colloque se déroule à Strasbourg. Eh bien, tout simplement parce que la SFDE, j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure, a été créée ici même. Elle a été accueillie dans le cadre de votre université, Monsieur le Président, parce qu'aussi Strasbourg est une ville tout à fait en pointe dans le domaine de l'aménagement, dans le domaine de l'environnement, du traitement des circulations, du traitement des espaces verts, parce qu'aussi la région Grand Est s'investit, soutient les efforts des collectivités territoriales dans le domaine de la prévention des pollutions et évidemment la protection de la nature. Ce colloque donc est organisé grâce à une section de la SFDE. Vous savez que la SFDE a cette particularité de disposer de sections régionales extrêmement dynamiques. D'ailleurs, je salue ici un certain nombre de présidents que je vois dans la salle de ces sections qui organisent, comme la SFDE nationale d'ailleurs, des colloques, des séminaires. Et chacune de ces sections, comme la Société française de droit de l'environnement, a à cœur au fond de transmettre, je dirais, le savoir-faire des juristes, membres de l'association, aux jeunes, ce qui me donne l'occasion, bien sûr, aussi de saluer tous ceux qui sont dans cette salle au titre d'étudiants ou de jeunes juristes intéressés par le droit de l'environnement. Et puis, je n'oublie pas toutes celles et tous ceux qui nous suivent en hybride au cours de ces 3 journées. Alors, sans évidemment la compétence, sans le savoir-faire de la section Est, qu'il faut évidemment remercier chaleureusement, bien sûr, nous ne serions pas réunis ici pour réfléchir au devenir de ce droit à partir d'une idée, le droit en anthropocène. Le terme même d'anthropocène peut nous laisser rêveurs, bien sûr, mais il permet en fait précisément de se lancer dans une démarche prospective qui est bien celle, sur le plan intellectuel, que nous souhaitons au niveau de l'association. Et puis il faut remercier le SAGE, UMR 73-63 de l'Université de Strasbourg, qui est une sorte d'organisme qui permet justement la transversalité, qui permet les contacts entre les différentes branches des sciences humaines. D'ailleurs, je crois que c'est une des caractéristiques de l'Université de Strasbourg de favoriser justement ces liens
auquel nous, spécialistes du droit de l'environnement, nous sommes très attachés, les liens notamment entre, je le disais ce matin aux jeunes chercheurs, entre les spécialistes des sciences humaines d'un côté et les spécialistes des sciences exactes de l'autre. L'ASFDE, c'est aussi, bien sûr, une association qui, et j'y reviendrai encore tout à l'heure, qui dispose d'une revue juridique qui a été créée en 1976 par Michel Prieur, qui est ici présent. Revue juridique de droit de l'environnement qui était tout à fait originale en 1976, mais elle garde, je parle sous mon contrôle, elle garde cette originalité. En tout cas, sachez que nous sommes évidemment très, très heureux de vous accueillir et je pense que vous serez évidemment d'accord avec moi pour remercier le président de la section, Vincent Tissot, et puis Marie-Pierre Camproux-Dufresne, toutes les équipes qui les ont accompagnés dans l'élaboration de cette belle manifestation. Puis je voudrais aussi remercier Laurence Renard, qui est notre cheville ouvrière au sein de la SFDE. Sans Laurence Renard, la SFDE vivoterait simplement, je dirais. Enfin, moi, je parle en tout cas en tant que président, un peu négligent, toujours un peu tête en l'air. Je peux vous dire que le rôle qu'elle joue est tout à fait, pour moi, en tout cas, tout à fait fondamental. Voilà quelques mots. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, puisque tout à l'heure, j'aurai l'occasion de revenir sur un certain nombre de problèmes liés à l'émergence de la SFDE en 1974. Et je laisse volontiers donc la parole à monsieur le vice-président de la région Grand Est, Thibaut Philippe. Bien, merci Monsieur le Président. Je me joins aux salutations qui ont été prononcées ici, bien volontiers. Je voudrais vous accueillir toutes et tous, vous dire combien je suis heureux en tant que vice-président de la région d'avoir répondu à l'appel de Monsieur Tissot, qui m'avait sollicité il y a quelques mois en me parlant de ce colloque qui devait se tenir à Strasbourg. Et je lui avais dit qu'évidemment la région Grand Est répondrait favorablement à l'appel de cette belle instance qui apporte, j'en suis sûr, beaucoup de crédit et d'importance au droit de l'environnement, qui est une matière, ça a été dit, qui est absolument fondamentale, qui a eu l'occasion d'être travaillée et des recherches assez connues se sont faites notamment à l'Université de Strasbourg, et je salue le président de l'Université de Strasbourg. Et j'ai eu, alors c'était finalement, comme je suis un jeune élu, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça commence à dater quand même, puisque quand vous faites de la politique, le temps passe très vite. J'avais eu l'occasion aussi de travailler lors de mes études, alors j'étais plutôt en région parisienne pour mes études à la Sorbonne, mais en tout cas je vois avec beaucoup de saveur ce droit continuer à être interrogé, et j'ai lu le programme d'une grande qualité qui sera, j'en suis sûr, l'occasion pour vous de pouvoir passer des moments agréables en Alsace, puisqu'en Alsace on a toujours le sens de l'accueil et des moments agréables, tout en ayant quand même des neurones bien mobilisés pour la suite de vos travaux. En tout cas, vraiment, bravo et merci. Et puis, bravo à Monsieur Tissot, alors parce que pour la petite histoire, en plus d'être vice-président de la région Grand Est, je suis aussi maire d'Ilkirch-Grafenstaden, et Monsieur Tissot est mon directeur de l'aménagement et du patrimoine. Et il est assez brillant au quotidien dans les travaux qu'on mène aussi. Donc, je le remercie aussi pour son travail au quotidien. Ça me donne l'occasion de le faire devant une salle bien fournie. En tout cas, bons travaux et bon colloque à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Et je donc cède la parole à Monsieur Marc Hofsès, qui est adjoint à la mairie de Strasbourg. Merci Monsieur le Président. Je me joins évidemment aussi aux salutations qui ont été adressées
aux unes et aux autres. Et je vous transmets bien sûr les salutations de Jeanne Barséguian, maire de Strasbourg, en me réjouissant, on en a discuté encore hier avec Jeanne, c'est que nous, à Strasbourg, on a le complexe de la capitale, vous savez, capitale européenne, capitale de Noël, capitale actuellement mondiale du livre, et on se rend compte qu'en fait, nous sommes aussi capitale française à tout le moins, titre que nous partageons bien volontiers avec Limoges. Cher Michel Prieur, capitale française du droit de l'environnement. Et ça, c'est évidemment un honneur que je tiens à souligner. Alors je suis ici avec d'autant plus de plaisir que je suis un ancien combattant du droit de l'environnement à Strasbourg, puisque il y a 40 ans, pile poil carrément, j'obtenais de la faculté de droit de Strasbourg le DESS, droit de l'environnement, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Et je suis assez admiratif de l'évolution de ce droit depuis l'époque où j'avais votre âge, grosso modo, et j'étais sur les bancs de la faculté de droit de Strasbourg, parce que le code Dalloz, code de l'environnement, il faisait 1 cm d'épaisseur à l'époque, et qu'on ne parlait ni de bilan carbone, ni de gaz à émissions à effet de serre, ni de développement durable encore. Tout cela, c'est des notions qui sont venues après. Et donc, depuis, le droit de l'environnement est devenu un vrai corpus qui s'immisce dans tous les recoins de la vie humaine et du cosmos. Hein. Tant les incidences sont grandes de l'activité humaine, de l'anthropocène, sont grandes sur nos ressources et les ressources que la biosphère met à notre disposition. Alors, ça va de l'infiniment petit avec ce qui concerne, par exemple, les incidences des perturbateurs endocriniens sur nos santé, et la reproduction même de l'espèce humaine, à l'infiniment grand, avec les textes internationaux et ceux sans doute à venir qui vont devoir réguler, réfréner la pollution cosmique induite par les satellites de ce cher Elon Musk. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour votre travail depuis 50 ans, professeur, chercheurs, étudiants et étudiantes qui contribuaient à épaissir ce corpus. Heureux donc que ce soit à Strasbourg que ce travail est mené et animé. Alors, l'augmentation de ce corpus du droit de l'environnement peut nous appeler à 2 attitudes. La première, c'est le pessimisme. C'est de dire que si ce corpus augmente, c'est que ça va de mal en pis, que l'Anthropocène continue de déployer sa violence sur nos ressources naturelles et que le droit de l'environnement peine à encadrer, réguler, freiner cette expansion. Le pessimisme peut être alimenté par le poids des lobbies, la force toujours renouvelée, qui semble toujours renouvelée, des conservatismes, confèrent les expressions récentes encore de nos gouvernants sur l'état de droit au plus haut sommet de nos gouvernements. C'est aussi les restrictions, les coups de ciseaux donnés régulièrement au droit de l'environnement, aux moyens aussi de contrôler sa mise en œuvre. Et donc tout ça peut nous rendre pessimistes. Mais nous, à Strasbourg, nous sommes optimistes. D'abord par un souci de santé mentale. Parce que quand nous sommes écologistes, quand nous sommes préoccupés et informés de ce qui nous attend, eh bien on ne peut pas se permettre le pessimisme. Il faut que nous soyons optimistes. Et cet optimisme, chez nous, il est alimenté par le fait que nos propres règles que nous édictons au niveau local, municipal, eurométropolitain, cher Thibault, la ZFE, les règles d'urbanisme qui sont de plus en plus contraignantes du point de vue des énergies renouvelables, du point de vue de la place de la nature dans les projets d'urbanisme, etc. Même le stationnement, qui a pu faire débat, mais qui montre, donc toutes ces règles commencent à montrer leur efficacité. Et donc montre que la contrainte réglementaire peut amener du changement et des améliorations. Nous sommes optimistes aussi parce qu'il y a des avocats et des avocates qui commencent à gagner dans leurs procédures, confèrent les victoires d'une association comme Alsace Nature, par exemple, dans l'affaire du contournement de Châtenois. Donc on commence
peut-être percevoir que la jurisprudence, les juges vont désormais considérer que l'intérêt général, l'utilité publique, c'est aussi l'environnement, c'est aussi le droit à l'environnement et qu'il faut le défendre. Et nous sommes optimistes aussi, plus spécialement à Strasbourg, qui accueillons la Cour européenne des droits de l'homme, parce que il y a des citoyens aussi et des citoyennes qui commencent à gagner. Et qui commencent à gagner des combats contre l'inaction climatique, par exemple, de leur État. Ça a été une décision importante de la Cour européenne des droits de l'homme au printemps dernier. Donc voilà, l'optimisme, il est de rigueur. Je ne sais pas si vous aurez la possibilité pendant ces 3 jours de parcourir la totalité du thème de votre colloque. Un thème qui est, en tout cas, je vous souhaite 50 nouvelles années à votre société et beaucoup de réussite pour que le droit de l'environnement finisse par être effectivement celui qui régisse définitivement nos vies. Merci beaucoup et très bon colloque à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'appelle maintenant le président de l'Université de Strasbourg, Michel Danneken. Monsieur le Président, chers amis, je me joins aux salutations qui ont été faites et heureux d'accueillir dans l'enceinte du Conseil régional du Grand Est cet anniversaire des 50 ans de cette magnifique institution. Alors il y a 50 ans, je pense que 90% de cette assemblée n'était pas née. 1974. C'est un élément important dans l'histoire, parce que 1974, c'est la première fois que j'ai voté, merci Giscard d'Estaing, mais surtout, il y a eu un événement qui a fait rire ou grincer des dents. C'est pour la première fois dans une démocratie européenne, un homme s'est présenté aux élections présidentielles au titre de l'écologie, René Dumont. C'est 1974, l'année même de la naissance de votre société. Et je crois que c'est un moment important. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu, ça nous a été rappelé, de l'urgence d'avoir une activité encadrée par un droit de plus en plus volumineux. Mais il y a 50 ans, cela faisait sourire, c'était à la limite de la candidature de Coluche quelques années après. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à Strasbourg, on a innové sans être à la mode. C'est une des marques de fabrique d'ailleurs des Alsaciens, c'est de se jouer des modes. Et donc déjà il y a 50 ans, dans cette ville et dans cette université, est né l'impérieux désir de donner à ce qu'est la planète, à ce qu'est l'environnement, un droit. Donc il est tout à fait juste de célébrer en les lieux et circonstances qui sont les nôtres, ce qui s'est passé il y a 50 ans, avec ce que les 3 intervenants ont dit, de développement des doctrines, des corpus et des prises de conscience. Je voudrais d'abord souligner le thème que vous avez choisi, qui n'est pas innocent. Parce qu'au fond, dans une université telle que la nôtre, pluridisciplinaire, les problématiques vont toutes, peu ou prou, au même endroit. Elles partent de l'homme, de l'humain, elles y retournent. Parce qu'au fond, le droit des moustiques, le droit des drosophiles, les drosophiles nous tiennent à cœur parce qu'un de nos prix Nobel l'a eu grâce au compagnonnage avec les mouches à vinaigre. Ces animaux nous sont chers, liminaires ou pas, peu importe, domestiques ou sauvages. Mais au fond, ce qui nous importe, c'est l'écosystème du vivant. Et jusqu'à présent, seul l'humain a une capacité explicitante, en tout cas, de responsabilité vis-à-vis de la planète. Heidegger disait que nous sommes le berger de l'être. Nous sommes les bergers de la planète, sans condescendance. Et réfléchir à l'anthropocène, c'est réfléchir au statut de l'humain. Entre spécistes et antispécistes, quand ils ne s'engueulent pas, c'est bien qu'ils se causent. Entre des fanas du post-humanisme ou du transhumanisme qui, ça et là, se déclarent avec des grands diplômes. Je crois que notre inquiétude, au sens positif du terme, c'est l'inquiétude d'une planète au cœur de laquelle l'humain est l'animal le plus fragile, mais aussi le seul qui peut
maîtriser, si tant est que c'est possible, la destinée de cette planète. Et donc je crois que parler de ce droit de l'environnement, c'est nous resituer, nous, au cœur de la problématique, sans anthropocentrisme exagéré, mais en tout cas, il faut le dire. Alors, faut-il être optimiste ou pessimiste? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais il y a quelques semaines au bord du lac de Genève avec des amis pour préparer une soutenance de thèse. Et vous n'êtes pas sans savoir que parmi les premiers engagés, et là je parle pour ma paroisse, les premiers engagés pour la planète, c'était les mouvements écuméniques, à Bâle, il y a 50 ans, sauvegarde de la planète. Et le mouvement Attaque, par exemple, a été très fortement marqué par les associations chrétiennes de toutes couleurs. Donc il y a une écologie théologique qui est née très tôt. Et donc avec mon amie protestante, nous devisions sur ce qui nous séparait entre catholiques et protestants, et nous disions c'est une vision de l'homme. Et vous savez qu'à Genève, il y a la promenade Jean-Jacques Rousseau. Et elle me dit, mais moi, comme protestante, je suis plutôt augustinienne. Donc, l'homme est plutôt mauvais, mais on peut travailler à le rendre meilleur. Moi, comme catholique, je devrais être rousseauiste, c'est-à-dire l'homme est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Je me décrirais plutôt comme un augustinien heureux, comme Sisyphe heureux chez Camus. C'est-à-dire que quelque part, si nous avons des lois, Monsieur le Président, c'est que nous ne sommes pas si bons que ça. C'est Tocqueville qui disait « Là où il y a beaucoup de vertus, il faut peu de lois. Là où il y a peu de vertus, il faut beaucoup de lois. » Alors je sais que du coup, pour beaucoup de nos citoyens, l'écologie a un côté punitif. C'est une des choses qui est reprise dans les débats politiques. Mais je crois que malheureusement, nous ne nous corrigeons pas sans avoir devant nous le gouffre de la disparition, de la guerre ou de la mort. Donc voilà, c'est comme ça. Il faut utiliser nos angoisses et tout ce qui nous fait violence pour avancer. Donc ce droit, il sera toujours, à mon avis, posteriori plutôt qu'a priori, parce que les problèmes ne cessent de se donner à nous, et c'est à vous, les savants, les chercheurs, de tenter d'anticiper. Je remercie Marie-Pierre est sage, son UMR, donc pour les gens qui ne sont pas dans le jargon, la richesse d'une université comme Strasbourg, c'est d'être riche de ses enseignants-chercheurs, mais aussi de ses chercheurs. Donc nous avons à peu près 1100 enseignants-chercheurs de l'université et à peu près 1100 chercheurs INSERM, INRIA et surtout CNRS. Et SAGE est une unité mixte où cette mixité de la recherche se fait. Et donc je pense que vous êtes au bon endroit parce que nous avons vraiment toutes les disciplines qui peuvent aider une société telle que la vôtre à avancer, non pas dans la pure promulgation du droit, mais dans une réflexion, je dirais, c'est le thème de vos 3 jours, fondamental. Qu'est-ce que l'homme? Que voulons-nous comme humanité aujourd'hui et surtout demain? Que ce soit les migrations, que ce soit l'eau, que ce soit le droit des femmes. Moi, j'ai mis la rentrée de notre université sous l'égide des femmes afghanes parce qu'il y a le drame de l'environnement, mais aussi le drame d'une humanité qui nie à l'autre le droit d'exister. Et je crois que depuis les lois juives et les pogroms de la Shoah, je crois qu'il n'y a pas eu plus grave atteinte à l'humanité que ces lois afghanes d'il y a 3 mois qui disent que les femmes ne parleront jamais. Je crois que je mets en garde les uns et les autres que nos militances pour l'écologie au sens environnemental, c'est un engagement pour qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Et je pense que ne pas atteindre ce niveau de profondeur ou de hauteur, c'est de nous faire manquer le but. Et c'est pour ça, je crois, que vous êtes si important et qu'il y a 50 ans, ce mouvement a été tout sauf folklorique. La maire de Strasbourg, d'ailleurs, est diplômée, elle aussi, du droit de l'environnement dans notre belle université, chère Madame Le Doyen. Et je crois que c'est un élément important aussi pour nos plus jeunes de savoir que nous suivons dans toutes les disciplines de l'université de Strasbourg cette évolution de la planète. Je termine. Nous devons aussi comprendre que ce qui se fait dans cette université n'est pas forcément une atteinte à la planète. Nous avons des prix Nobel en chimie. Je sais que chez beaucoup de jeunes, il y a du chimie bashing. Or, si la chimie a été à l'origine de beaucoup de drames, elle est aussi, et elle sera aussi à l'origine de la remédiation. Alors je répondrai à la question de Rousseau et d'Augustin, faut-il être optimiste ou pessimiste, par un fils de pêcheur. Mon papa était pêcheur devant l'Éternel, certes, mais aussi dans le Rhin. Et je me souviens, j'avais 8 ans,
Mon père était ouvrier, donc il n'avait aucune conscience écologique. Il vient à la maison et il nous apporte un saumon du Rhin et il dit à ma mère, c'est le dernier. Il avait le pressentiment, en bon connaisseur du Rhin, que ce fleuve allait mourir. Et ce fleuve, effectivement, quelques années après, accident chimique à Bâle, pollution, était mort. Les poissons nageaient vers la mort, ventre en l'air. La volonté, les solutions chimiques, plus la volonté politique trinationale. Vous avez un grand historien du Rhin, le plus grand historien du Rhin qui est là, mon vice-président préféré, Laurent Schmitt, qui a fait un magnifique livre sur le Rhin, il le dit, le Rhin était mort, le Rhin est aujourd'hui vivant par la convergence de deux volontés, celle des chercheurs et celle des politiques. Rien ne se fera contre les autres, ça se fera ensemble. Donc, ce Rhin vivant, c'est un Rhin qui nous donne, nous, Strasbourgeois, Alsaciens, au cœur de l'Europe, de l'espérance. Bernanos disait « Les optimistes et les pessimistes sont tous des imbéciles. Les pessimistes sont des imbéciles malheureux, les optimistes des imbéciles heureux. Mais vous savez que étymologiquement, l'imbécile, c'est celui qui marche sans béquille. » Donc je vous souhaite vraiment de libérer vos intelligences, vos engagements, parce que c'est aussi un engagement politique. Il y a là au moins 2 élus qui le prouvent. L'université est engagée aussi dans la remédiation, dans la conservation du patrimoine, et on pourra s'interroger un jour si l'écologie est vraiment une valeur progressiste. Il me semble que c'est aussi une valeur conservatrice, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a encore plein de débats devant nous, mais je ne vais pas squatter. En tout cas, merci aux organisateurs, merci au Conseil régional de nous recevoir, et merci à vous, venus de partout, de nous permettre, à Strasbourg, de briller une fois de plus par l'intelligence qui se conjure dans cette université pour le bien de la planète et surtout pour le bien des humains que nous voulons rester et être encore mieux. Bon colloque et merci, Monsieur le Président, pour votre topo. Merci beaucoup. Alors, j'appelle maintenant Madame le doyen, Jeanne-Marie Tuffery-Andrieux. Monsieur le Président de l'Association française de droit de l'environnement, Monsieur le Vice-président de la région Grand Est, Monsieur l'adjoint à la mairie de Strasbourg, Monsieur le Président de l'Université de Strasbourg, Monsieur le directeur de la police, permis de chasser, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades, égalités, chers et chers collègues, doctorants, étudiants. C'est un privilège pour la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de prendre part à ce cinquantenaire de la Société française de droit de l'environnement. Et je veux saluer ici en particulier les organisatrices et organisateurs du colloque, en particulier le professeur Marie-Pierre Campreau-Dufresne et monsieur Vincent Tissot. Inviter la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion à l'ouverture de ce colloque, c'est sans doute reconnaître la détermination qu'elle a manifestée pour soutenir la doctrine qui s'exprime ici depuis 50 ans. Heureux doyen qui bénéficie ce jour de cet héritage pédagogique et scientifique sur lequel d'autres avant lui ont veillé. Aussi, je souhaite rendre hommage tout d'abord à ceux qui, il y a 50 ans, sollicitaient le 28 novembre 1974 exactement, l'inscription des statuts de la CFDE au registre des associations du tribunal d'instance de Strasbourg et exprimer ainsi ma profonde gratitude à vous, Monsieur le Président, qui avez accepté de voir ce prestigieux anniversaire célébré ici. Le premier numéro de la revue juridique de l'environnement en 1976, dont vous parliez tout à l'heure, aux pages 93 et 94, précise que cette société est, je cite, « à l'initiative d'un groupe d'enseignants et de chercheurs qui mènent depuis plusieurs années des travaux concernant le droit de l'environnement ». Et la rubrique information de poursuivre. La société se propose d'être le lieu de rencontre et de recherche de tous les juristes français, universitaires, magistrats, avocats, fonctionnaires et praticiens, soucieux de mieux connaître le droit de l'environnement et de contribuer au développement de ce droit en tant qu'instrument de protection de la nature, du cadre de vie
et de la qualité de vie. Les ambitions sont ainsi lancées qui trouveront à s'exprimer dans l'article 2 des statuts. La nouvelle SFDE organisait alors son premier congrès dans le prolongement de sa création à l'Université juridique, politique et sociale de Strasbourg les 6, 7 et 8 mai 1976. À cette occasion devaient être présentées et discutées les réflexions des groupes de travail sur le droit des associations et environnement, présenté par Michel Despax, sur le dossier d'impact sur l'environnement, réalisé par M. Denoy de Saint-Marc. Le professeur Lamarck intervenait sur la fiscalité et environnement, alors que le professeur Colliard communiquait sur la circulation des matières dangereuses. Plateforme offshore et environnement retenait l'attention du professeur Rodière, tandis que M. Audon-Vallée s'exprimait sur la régionalisation et environnement. Enfin, le professeur de Malafosse traitait de la protection des espèces migratrices, alors que M. Jean-Marc Durand abordait le thème environnement et agriculture. Ce congrès, qui venait reconnaître un mouvement doctrinal sur le droit de l'environnement, s'inscrivait déjà dans une démarche pleinement universitaire. Une recherche qui considère qu'il ne saurait y avoir de savoir sans prise en considération de la réalité. On est alors saisi d'apprendre que, je cite, « des visites locales d'usines et d'installations anti-pollution seront organisées, ainsi qu'une visite du parc interrégional des Vosges du Nord ». La conviction se dévoile selon laquelle l'adéquation à la réalité est un support pour la constitution et le maintien des sociétés civiles. C'est sans doute une audace de la part du doyen d'évoquer aujourd'hui ce que certains ici présents ont élaboré et édifié. Qu'ils excusent cette hardiesse et veuillent bien voir ici l'hommage appuyé que la faculté souhaite leur rendre, parce qu'ils ont aussi fondé à la même époque, et la création de ce nouveau domaine de recherche ne l'imposait-il pas, le DESS de droit de l'environnement, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, sans doute parce que l'enseignement supérieur trouve son fondement dans la fusion de la recherche et de la formation, parce que la formation assure une pérennité par la transmission du savoir, lui-même produit de la recherche, ainsi garantie par la génération de disciples. Aussi, je souhaite conclure mon propos en exprimant ma gratitude au professeur Camproux-Dufresne, qui, depuis 1998, avec une conviction identique à celle révélée par ses éminents prédécesseurs, porte le droit de l'environnement à la faculté. Ce faisant, avec insistance, elle a sollicité et obtenu, en 2018, la création d'une mention entièrement, pleinement, exclusivement dédiée au droit de l'environnement, dont l'attractivité n'a de cesse de s'accroître grâce à l'engagement de l'équipe pédagogique formée par une quarantaine d'intervenants universitaires, chercheurs du CNRS et professionnels. Ensemble, selon leur vocation propre, ils œuvrent tant à la formation des étudiants qu'à leur professionnalisation. Responsable aussi du DU Pollution, Nuisance et Résilience, créé par le professeur Michel Prieur, le professeur Camproux-Dufresne s'emploie avec toute la rigueur scientifique qu'on lui connaît à promouvoir également une approche interdisciplinaire, sans doute indispensable au domaine. C'est donc une immense fierté, fruit de l'initiative des précurseurs et de la détermination des contemporains, que la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion vous accueillera, notamment dans l'Aula, pour visiter la très belle exposition donnée dans le cadre de ce cinquantenaire. C'est aussi un privilège qu'elle doit à l'investissement des précurseurs et des contemporains de se trouver ce jour parmi vous afin de vous souhaiter des échanges féconds. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame le doyen. J'appelle maintenant le directeur de la police et du permis de chasser de l'Office français de biodiversité, Charles Fourmont. Merci.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur l'adjoint à la mairie de Strasbourg, Monsieur le Président, Madame le doyen de la faculté. Mesdames et Messieurs, l'Office français de la biodiversité et son directeur général Olivier Thibault, que je représente, est très heureux de soutenir la Société française pour le droit de l'environnement dans ce colloque anniversaire organisé avec l'Université de Strasbourg. Tant les thèmes que vous avez retenus pour vos réflexions nous sont chers. Vous le savez peut-être, la loi a confié à l'OFB 5 grandes missions. La police de l'environnement, dont je m'occupe particulièrement, la recherche et l'amélioration des connaissances disponibles sur l'état de la biodiversité, la mobilisation des acteurs pour faire progresser ces idées dans la société, la gestion d'espaces naturels et l'appui aux politiques publiques. À ce titre, nous sommes plutôt des praticiens de ce droit de l'environnement, attentifs à ses évolutions et aux grandes controverses du temps, mais soucieux aussi de ses impacts opérationnels. Et sans vouloir en rien minorer le caractère prospectif de vos futurs propos et de vos futures réflexions, je voudrais, dans ce propos liminaire, soulever un paradoxe de terrain. Alors que d'aucuns considèrent, et il nous arrive parfois de penser à la même chose, que les droits de la nature sont aujourd'hui insuffisamment reconnus ou protégés, nous nous heurtons, dans l'exercice de nos missions de police, presque tous les jours, à des difficultés pour faire appliquer l'état du droit de l'environnement. C'est sans doute que l'environnement est aujourd'hui dans notre société encore une valeur disputée. Pour nous, le contraste est saisissant avec d'autres pans du droit, notamment du droit pénal. Et si difficile que puisse être le travail des policiers et des gendarmes, la légitimité de leur intervention pour protéger la société de certains excès ne souffre guère de contestation de principe. Plusieurs millénaires de morale judéo-chrétienne et quelques siècles d'affirmation de l'État nous enseignent ce qu'est le monopole de la violence physique légitime. Tel n'est pas le cas pour la police de l'environnement, qui doit faire la preuve de sa légitimité face à des usagers de la nature, parfois mis en cause, qui contestent, occasionnellement, le fait que tel alignement d'arbres, tel cours d'eau en aval de tel site industriel, telle espèce, puissent faire l'objet de règles de protection ou de procédures qui limitent leur pouvoir d'agir. C'est ce que quelques chercheurs, réunis autour du sociologue Léo Magnin, ont désigné dans un petit ouvrage paru au début de l'année. C'est ce qu'ils ont désigné comme le caractère avant-gardiste de la police de l'environnement. Là où la police générale sanctionne un ordre juridique et moral perçu unanimement ou presque comme légitime, la police spéciale de l'environnement cherche à faire advenir un ordre nouveau par son action même. Bon, l'objet de mon propos n'est pas de brider votre réflexion, ni de dire qu'il faudrait se contenter de l'état actuel du droit, au contraire. Nous considérons notamment à l'OFB que la réflexion autour de l'Anthropocène et des droits de la nature peut être une manière de dépasser ce paradoxe liminaire, en ce qu'elle renverse la perspective et permet de considérer autrement notre patrimoine naturel. Incarné dans certains territoires exemplaires, cette aventure intellectuelle stimulante est pour nous l'une des clés pour mettre en place les changements transformateurs que l'IPBES appelle urgemment de ses vœux, en renouvelant le regard que nous devons porter, nous autres humains, sur le reste du vivant. Ce thème est d'ores et déjà pour nous un axe de mobilisation et de réflexion, l'objet d'une feuille de route qui doit notamment nous permettre de renforcer ce que nous appelons le continuum entre nos différentes missions de police, de connaissance, de mobilisation des acteurs, afin de proposer une approche intégrée et systémique des enjeux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Nous restons donc évidemment plus qu'attentifs à ce que vous, professeurs, chercheurs, juristes, praticiens aux approches différentes des nôtres, avez à dire de ces questions. Je vous remercie donc pour ce programme passionnant que vous avez préparé, pour les échanges des jours à venir. Je vous souhaite à toutes et tous un bon colloque et à la Société française pour le droit de l'environnement un joyeux anniversaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Je voudrais ne pas oublier de remercier aussi le soutien très important qu'a apporté l'Office français dans la réalisation de ce colloque, ainsi que le ministère de la Transition écologique qui donc a souhaité faire en sorte que ce colloque puisse se dérouler dans des conditions matérielles tout à fait remarquables. Merci infiniment. Alors, je crois que vous souhaitez, cher Vincent, chère Marie-Pierre, dire quelques mots quant à la présentation du colloque.
Merci Jérôme. Oui, effectivement, monsieur le président de la SFDE, monsieur le vice-président de la région, monsieur l'adjoint à la maire de Strasbourg, monsieur le président de l'université, madame le doyen, monsieur le directeur de la police et du permis de chasser, merci pour vos mots d'ouverture qui me donnent l'occasion à toutes et à tous, ainsi qu'à Marie-Pierre Camproux-Dufresne, de vous souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle et de vous souhaiter la bienvenue dans ce colloque anniversaire de la Société française pour le droit de l'environnement. Ça a été dit, Strasbourg est depuis de nombreuses années le berceau du droit de l'environnement et de la SFDE. Donc nous nous réjouissons de vous accueillir durant ces 3 jours. Quelques mots très rapides, puisqu'il faut tenir le tempo et le planning, pour vous rappeler donc, que c'est un événement co-organisé par la SFDE et sa section Est et le laboratoire UMR Sage, mais ça a été dit à plusieurs reprises. Peut-être plus simplement vous dire que lorsque Marie-Pierre m'a contacté, je crois que c'était fin 2022, pour me proposer que le colloque anniversaire, ou que le colloque annuel de la SFDE en 2024 ait lieu à Strasbourg pour justement fêter ce 50e anniversaire, je lui dis Marie-Pierre, banco, on y va, mais clairement, on ne pourra pas le faire tout seul. Et ce que ça a montré, les deux années qu'on vient de passer, c'est que c'est toute la force finalement de l'intelligence collective au service des projets. Et je tiens tout particulièrement à remercier le comité d'organisation du colloque qui nous a accompagnés durant ces 2 années et ces quelques mois et dernières semaines qui étaient particulièrement intenses pour l'aide apportée. Merci également au comité scientifique, merci aux nombreux partenaires institutionnels, ils ont été pour certains cités qui ont permis à ce colloque de se faire et d'exister dans de bonnes conditions et dont vous pouvez voir d'ailleurs les logos sur les diapos qui vont s'afficher à l'instant à l'écran. Et enfin, nous tenons à remercier tout particulièrement la région Grand Est, la ville de Strasbourg et son Eurométropole, ainsi que la faculté de droit de nous accueillir dans leurs locaux. Donc hâte de partager avec vous ces moments. Voilà, je laisse la parole à Marie-Pierre pour quelques mots. Alors avec beaucoup d'émotion, mais donc juste quelques mots pour contextualiser scientifiquement ce colloque, donc à l'occasion de la SFDE, des 50 ans de la SFDE. Donc nous voulions mettre au centre, au cœur, la donnée temps. Et marquer le fait que le droit de l'environnement s'inscrit dans une temporalité et sur une trajectoire, avec la conscience également, d'une part que le temps aujourd'hui est un temps d'urgence écologique, avec le dépassement des limites planétaires, l'effondrement de la biodiversité, le dérèglement climatique, et d'autre part que le droit est un instrument d'action. Cette manifestation donc est issue d'une volonté de mettre en avant la nécessaire discussion pluri- et intergénérationnelle en donnant la parole à la jeune recherche qui s'est réunie ce matin, enfin pas toutes mais une partie, des grands témoins qui ont défendu l'environnement pendant ces 50 dernières années, aux universitaires s'étant portés volontaires pour évoquer certaines thématiques, aux étudiants du Master 1 qui poseront des questions, aux Master 2 qui témoigneront de leur propre positionnement sur l'engagement collectif. Donc, alors maintenant, le titre, le droit en Anthropocène. Ce titre sert l'intégration de ces différents éléments et en sachant aussi qu'effectivement, c'est ce qui a été dit, la notion d'Anthropocène peut être considérée comme une notion à la fois valise et controversée. On a assumé le caractère controversé. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'était l'occasion, pendant ces journées, de réfléchir et de discuter des enjeux actuels et des défis futurs dans le domaine de l'environnement. Et cette notion a pour nous du sens dans la mesure où elle évoque une époque marquée par l'empreinte écologique laissée par certaines activités humaines sur la planète. Alors elle permet à la fois d'acter l'absence de maîtrise par l'humain de la nature, de la responsabilité dans l'état de dégradation et de pollution de la planète des humains par rapport aux non-humains, ou plus exactement, ce que je préfère grandement, la responsabilité de certaines activités humaines vis-à-vis du vivant humain et non humain,
sans opposer effectivement les intérêts humains et les intérêts non humains. Donc c'est poser le doigt sur la responsabilité de certaines activités ou certains systèmes économiques, certains modes de production ou de consommation prédateurs des systèmes écologiques et sociaux, de la biodiversité, de la biosphère, mettant en péril leur capacité de charge et de résilience. Et de cette responsabilité découle in fine la nécessité de savoir comment répondre à l'impératif de transiter sans tarder vers d'autres modes de fonctionnement pour notre société occidentale. Alors encore une fois, merci à tous d'avoir été présents et d'être présents. Bienvenue à tous. J'espère que ces journées seront stimulantes intellectuellement et seront l'occasion de tisser ou de resserrer une nouvelle fois les liens qui nous unissent autour de notre objectif commun, qui est la protection de l'environnement. Merci. Merci Marie-Pierre. Merci Vincent. Alors il me revient d'évoquer le plus rapidement possible la trajectoire du droit de l'environnement. J'éviterai bien sûr de faire un long listing de l'ensemble des textes qui permettrait de retracer de manière très fine cette histoire, cette genèse. Je ferai simplement, je retiendrai 2 temps forts, précisément d'abord, bien sûr, 1974 et puis 2024. Voilà, un raccourci historique saisissant. Alors, à Strasbourg, le 28 novembre 1974, comme l'a rappelé Madame Le Doyen, un petit groupe de jeunes, brillants juristes universitaires, chercheurs au CNRS, magistrats, avocats, décide, dans une fougue incontrôlée, de déposer à la préfecture du Bas-Rhin les statuts de la SFDE. L'article 3 de ces statuts précise que la société a pour objet de contribuer en France, par tout moyen approprié, à une meilleure connaissance du droit de l'environnement, considéré comme un secteur spécifique du droit, et par tout moyen approprié aussi de participer au développement de ce droit de l'environnement en tant qu'instrument de protection et de défense de la nature, du cadre de vie et de la qualité de la vie, comme on disait à l'époque. Un secteur donc spécifique du droit, selon cet article 3. En effet, en 1974, finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est devenu aujourd'hui le droit de l'environnement, était dans un état gazeux, dans un état tout à fait embryonnaire, bien sûr. Il fallait donc faire preuve d'un bel enthousiasme et de solides convictions pour s'engager dans une telle aventure, créer la SFDE, dont nous fêtons précisément aujourd'hui les 50 ans. Démarche téméraire dans la mesure où ce droit de l'environnement n'était pas reconnu en tant que tel, un simple droit de regroupement, et il convenait, pensait-on, de sortir ce droit de l'environnement, je cite, de sa clandestinité. Certains éminents juristes, d'ailleurs, estimaient absurde, absurde de penser qu'il puisse devenir un jour une discipline nouvelle. Ce qui, sans doute, motivait, poussait donc ces jeunes juristes à souhaiter développer cette nouvelle branche du droit, c'était d'abord un contexte qui était tout de même assez anxiogène. Je rappellerai simplement quelques grandes catastrophes technologiques. En 1966, l'explosion de la raffinerie de Feyzin, la première catastrophe industrielle moderne. En 1967, l'affaire du Torrey Canyon. En 1970, les avalanches meurtrières à Val d'Isère et au plateau d'Assy. En 1972, le
début des affaires des boues rouges de Montedison. Le 10 juillet 1976, Seveso, Love Canal, et en 1976 toujours, l'Olympique Bravray et le Belém. Autant, donc, vous voyez, de catastrophes naturelles ou industrielles suffisamment importantes pour être d'ailleurs médiatisées pour la première fois, souvent en direct par la télévision, ce qui évidemment en accentuait l'effet psychologique. Alors, l'ampleur des mutations intervenues en une vingtaine d'années, des années 1950-1970 approximativement, explique l'intérêt assez brutal porté à l'époque par l'opinion publique à l'environnement. Une nouvelle approche des rapports des hommes à la nature émerge, centrée sur la qualité de la vie et l'impact des technologies sur l'environnement. Ce thème devient un véritable enjeu de société. Il explique les premières initiatives, les premiers textes, tant au niveau international qu'au niveau de l'ordre interne, au niveau français. Sur le plan international, la poussée, évidemment, est assez spectaculaire. Convoquée par l'Assemblée générale des Nations unies, la conférence de Stockholm, en juin 1972, c'est connu, s'achève par l'adoption d'une déclaration des principes sur l'environnement humain dont l'influence se répand rapidement. Le plan d'action qui lui est annexé va servir de modèle aux législateurs nationaux et une institution spécialisée des Nations unies, le PNU, donc, est créée pour la mettre en œuvre. Le PNU étant un organe d'impulsion, de planification et de coordination. Stockholm, donc, ouvre la voie d'une dynamique irréversible. Parallèlement, 5 institutions des Nations unies inscrivent la défense de l'environnement parmi leurs préoccupations premières. La FAO, qui entreprend de modifier les pratiques agraires et les modes de gestion des ressources vivantes destinées à l'alimentation. L'UNESCO, dont le programme Man and Biosphère vise à mieux comprendre les interactions entre l'homme et la biosphère. On connaît le succès de cette politique qui a été pensée au sein de l'UNESCO dès 1968. L'OMS au titre de la santé, l'Organisation météorologique mondiale chargée d'établir des réseaux d'observation climatique et météorologique. Ça n'est pas neutre, car c'est grâce à donc l'Organisation météorologique mondiale qu'on commence à former et à produire des données scientifiques fiables sur le long terme en matière de climat. Et puis, l'Organisation maritime internationale qui est chargée de la protection du milieu marin. En marge, l'OCDE, le laboratoire d'idées des pays industrialisés, constate l'état de l'environnement de ces pays et évalue les problèmes en termes économiques. C'est l'OCDE qui est d'ailleurs à l'origine du principe, d'une réflexion autour du principe pollueur-payeur. Le Conseil de l'Europe, comment ne pas l'évoquer ici, bien sûr, précurseur, qui s'était penché sur les problèmes d'environnement dès 1962, ce Conseil, il systématise ces principes à partir de 1968, au moyen de chartes, de déclarations, qui sont des textes extrêmement intéressants, qui sont toujours d'actualité. Je pense à la Charte européenne de l'air, à la Charte européenne de l'eau et à la Charte européenne des sols, tout ça entre 1968 et 1972. Il organise, le Conseil de l'Europe, la première conférence ministérielle européenne sur la protection de la nature, au cours de laquelle est adoptée la déclaration sur l'aménagement de l'environnement naturel en Europe, dans le cadre de l'année européenne de protection de la nature. Ici, une petite parenthèse pour vous dire que certains membres de la SFDE, enfin de cette association qui allait être donc reconnue comme telle, avaient participé dès les années 70 en tant qu'experts au Conseil de l'Europe. Je pense évidemment
en particulier à Alexandre Kiss et à Cyril Declay. Qu'en est-il des communautés européennes? Alors, avec les communautés européennes, tardent en fait à intervenir, par rapport en tout cas au Conseil de l'Europe, c'est clair. On signale toutefois, il convient de mentionner toutefois, le premier programme d'action qui est adopté le 22 novembre 1973 et qui définit pour la première fois leurs objectifs et leurs principes en matière d'environnement, en attendant quelques 13 années plus tard l'adoption de l'acte unique en 1986. En France, l'environnement est alors intégré à la stratégie relative à la gestion du territoire, initiée en fait à partir des années 1950, ce qui sera renforcé plus tard, en particulier grâce à la création de la DATAR. Il s'agit prioritairement de problèmes de gestion du cadre naturel, des activités humaines, comme en témoigne le célèbre programme des 100 mesures pour l'environnement, adopté en Conseil des ministres en 1970 sur la base du rapport de Louis Armand. Et c'est à la suite de ce Conseil, je schématise, que sera créé le ministère de l'Environnement, ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la nature et de l'environnement, ministère de l'impossible. Il convient tout de même de mentionner quelques initiatives législatives antérieures qui traduisent une volonté de réagir contre la dégradation de l'environnement. Ainsi, par exemple, la loi du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux, la loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs d'août 1961 et surtout la loi sur l'eau du 16 décembre 1964, loi sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre la pollution. Un texte évidemment extrêmement intéressant qui envisage, vous le savez bien sûr, la question de la gestion de l'eau, non plus de manière totalement locale, voire municipale, mais au niveau des bassins hydrographiques, et qui institue donc une taxe sur les usages que l'on peut faire de l'eau. En fait, il faut attendre la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, qui est, à n'en pas douter, une des réponses apportées par le Parlement aux inquiétudes des citoyens pour que soit traitée explicitement la protection de la nature. C'est ce texte, au fond, c'est le fondement du droit de l'environnement, la même année où est créée la revue juridique de l'environnement. La loi du 10 juillet 1976 n'est évidemment pas une charte de l'environnement que certains parlementaires d'ailleurs appelaient de leur vœu. Cette loi constitue la première tentative réalisée en France pour appréhender de manière globale, de la manière la plus globale, appréhender la protection de la nature. Il marque la reconnaissance officielle d'intérêts qui n'appartiennent à personne puisqu'ils sont, selon le ministre André Fossé, ceux de la collectivité tout entière. Donc l'intérêt général des actions de protection des espaces naturels, des paysages, des espèces animales et végétales, des ressources naturelles y est affirmé. Avec la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement, cette loi sur la protection de la nature représente bien, d'une certaine manière, l'acte de naissance du droit français de l'environnement. Elle va provoquer une modification profonde des habitudes de pensée en matière d'aménagement, en matière de protection des espaces animaux, végétaux et de gestion de l'espace. Depuis lors, le droit de l'environnement est en constante expansion. La constitution de ce droit comme discipline juridique, comme droit positif, comme norme de fonctionnement d'institutions, comme signe de l'incorporation de l'environnement dans le droit, s'est notoirement
affirmé. Qu'en est-il donc aujourd'hui, en 2024, du droit de l'environnement, de ce droit en anthropocène? Dans un contexte, évidemment, sans doute beaucoup plus anxiogène qu'il y a 50 ans. La dégradation de l'environnement, les dysfonctionnements de la gouvernance mondiale, les défis posés par l'innovation technologique de rupture n'ont jamais fait peser autant de menaces sur l'avenir des sociétés humaines, dont les interventions sont de plus en plus concentrées dans le temps. Elles interrompent les cycles naturels du fait notamment du changement climatique. Elles accélèrent l'effondrement de la biodiversité, polluent les écosystèmes et contribuent à accroître l'anthropisation des espaces terrestres, autant d'effets cumulatifs qui nous rapprochent bien sûr des seuils d'irréversibilité. Sur le plan du droit, en réaction, cela explique sans doute l'impressionnante densification normative qui a été réalisée depuis 1976. Plus de 80 lois sectorielles sont rattachées à l'environnement. En outre, la France, évidemment, s'est dotée du Code de l'environnement 2005, code qui appelait déjà de ses voeux le garde des Sceaux Jean Le Canuet en 1976. On a mis donc quelques années à l'adopter. Et puis aussi, évidemment, la charte de l'environnement, pacte écologique, selon le président Jacques Chirac à l'époque, charte qui consacre notamment les principes supérieurs du droit de l'environnement. La préservation de l'environnement d'intérêt supérieur de la nation, c'est le préambule qui le précise, repose donc sur l'affirmation de certains principes fondamentaux qui découlent de l'entreprise de conservation ainsi affichée au plus haut niveau. Intégration, non-régression, prévention, précaution, responsabilité. Le droit de l'environnement a ainsi gagné en autonomie, distinct par sa finalité d'autres droits qui, pour des raisons historiques, lui sont proches et dont il est, d'une certaine manière, l'héritier. Je pense par exemple au droit rural, au droit forestier, au droit de la santé, à l'urbanisme et à l'aménagement. Quand on se penche sur les fondements historiques de ce droit de l'environnement, qui a priori n'a pas d'histoire antérieure à 1973-76, si on essaye de trouver des sources, on va les trouver précisément dans des techniques juridiques élaborées parfois depuis très longtemps, dans le code du rural, surtout dans le code forestier qui, de ce point de vue-là, est extrêmement intéressant, ou encore, bien sûr, dans le code de la santé publique. Donc, un droit qui aussi est fortement marqué par le droit international qui s'est largement étoffé depuis la conférence de Stockholm que j'évoquais rapidement tout à l'heure. On pense ici aux droits humains, au développement durable, aux ODD, aux réfugiés climatiques, aux générations futures, à la biodiversité, au climat, une seule planète, une seule santé. On voit bien, dès lors, les grandes thématiques qui se sont développées et auxquelles très peu de spécialistes pensaient dans les années 1970-1980. Il en est de même, d'ailleurs, de l'intégration du droit européen. Quel chemin parcouru depuis les toutes premières directives, depuis l'acte unique, et comment ne pas mentionner ici à Strasbourg l'impact décisif des politiques, du budget communautaire, des outils du droit européen, du juge européen, mais aussi, comment ne pas évoquer le rôle, encore une fois, du Conseil de l'Europe, pionnier, on l'a dit, et de la CEDH, bien évidemment. On peut aujourd'hui admettre que le droit de l'environnement constitue donc une discipline qui a largement gagné son autonomie, compte tenu d'un certain nombre de points. Par exemple, l'ampleur des réformes qui sont entreprises depuis 1971
dans le cadre du ministère de l'Environnement, qui changera plusieurs fois de nom, bien sûr, et de ministre. L'ampleur aussi de la conscience sociale, l'accroissement de la conscience sociale en matière d'environnement, l'application de règles juridiques spécifiques, qui sont parfois, c'est vrai, très techniques. Le langage juridique doit traduire les normes scientifiques, permettre une évolution en prévoyant toujours une adaptation permanente de la règle de droit au progrès scientifique. Il recouvre maintenant les différentes branches classiques du droit, étant à pénétrer tous les systèmes juridiques existants pour les orienter dans un sens environnementaliste. Émerge aussi l'idée qu'une gouvernance environnementale crédible implique des partenariats et des actions croisées. On assiste ainsi à l'introduction des exigences de protection de l'environnement au cœur du droit privé, ce qui élève le niveau des contraintes pesant sur les mécanismes classiques de la responsabilité, du contrat ou encore du droit des biens. Mais c'est aussi un droit du collectif. L'ensemble de la collectivité humaine ainsi que les biens collectifs sont convoqués, l'eau, l'air, le paysage, la nature. Des thématiques donc nouvelles ou émergentes qui ont considérablement contribué à son évolution. 3 exemples, la démocratie environnementale et les droits environnementaux, la notion de restauration et de gestion de l'environnement, le projet global de transition écologique. Petit à petit, la notion de restauration et de gestion de l'environnement prend de l'ampleur grâce à la multiplication des alertes des scientifiques, des ONG, des conférences internationales. L'émergence de la notion de développement durable a encore fait évoluer évidemment les choses en élargissant l'objectif du droit du développement durable. Projet donc global de transition écologique qui émerge actuellement et qui offre de nouvelles perspectives au droit de l'environnement. Sur tous ces sujets passionnants, la SFDE, avec ses sections régionales, occupe une place particulière à l'interface permanente avec la recherche et l'enseignement, avec le droit opérationnel, avec, ça a été dit tout à l'heure, comme l'a rappelé Madame le Doyen, avec la RJE, bien sûr, qui offre une réflexion largement ouverte, une revue doctrinale de référence, tout particulièrement dans le monde scientifique. Autant de sujets donc, que la SFDE a traités et continuera d'approfondir en dialogue interdisciplinaire permanent avec les autres domaines du droit lors de ces colloques annuels ou à l'occasion des colloques organisés par les sections régionales qui font toujours, je le précise, l'objet de publications et en général, noblesse oblige, dans notre revue. Depuis 1974 à Strasbourg, donc à l'initiative de Michel Prieur, d'Alexandre Kiss, de Claude Lambrecht, longtemps secrétaire général de la SFDE, qui n'a pas pu être présente parmi nous et que nous saluons ici chaleureusement, la SFDE contribue à l'amélioration de nos connaissances, à la diffusion et l'accès à des travaux scientifiques rigoureux dans une structure qui veille, très important, à garder son indépendance. Prenons de la hauteur et constatons, comme l'a fait un de nos plus éminents juristes, que le droit de l'environnement aujourd'hui, je le cite, est un éternel enfant, toujours plein d'avenir, que l'on prend de plus en plus au sérieux, mais que l'on s'efforce de maintenir sous tutelle. Faisons en sorte qu'il puisse enfin totalement s'émanciper. Je vous remercie. Du coup, je reprends le micro pour vous indiquer que c'est le temps de pause. Donc on va faire une petite demi-heure de pause. On reprendra, je pense, autour de
15h35. 15h35, si ça vous va. 30 15h30. 15h30, c'est dit. Petit mot aussi pour vous rappeler. Oui, écoute. Ouais, à voir. Petit mot aussi pour vous rappeler qu'il n'est pas possible malheureusement de manger ou de boire, théoriquement, dans cet hémicycle pour des raisons de technicité du matériel. Donc à minima, s'il vous plaît, mettez vos bouteilles à vos pieds. Voilà, je vous remercie.